Je vais faire une vraie entrée scénique. Bonsoir. Merci Thomas, merci Benjamin pour cette introduction. Donc vous l'avez dit, vous l'avez entendu, vous allez assister à une conférence gesticulée et je pars du principe que tout le monde présent dans cette salle ne sait pas nécessairement ce que c'est qu'une conférence gesticulée. Est-ce que je me trompe? Non. Alors, une conférence gesticulée, on va utiliser une image, on va utiliser une métaphore, on n'aurait qu'à dire que ce que vous allez voir ce soir, ça serait un Scooby-Doo. Vous les voyez, les Scooby-Doo de notre enfance. Et il y aurait 3 fils. Le premier fil, une conférence gesticulée, c'est le fil autobiographique. Le principe d'une conférence gesticulée, c'est de partir de son histoire de vie. Donc ce soir, je vais vous parler de moi. Je vais vous parler de ma vie au regard de la thématique que j'ai décidé d'interroger, à savoir le sport. Le deuxième fil, c'est celui qui emprunte à la convention de la conférence. Voilà, comme dans toute conférence, dans une conférence gesticulée, il y a des savoirs qui sont partagés. Pour ma part, ce sont plutôt des savoirs sociologiques, des savoirs historiques également. Et puis le troisième fil, c'est le fil scénique. Vous allez voir, dans une conférence gesticulée, il y a une légère mise en forme. Voilà, très légère, pour pas que la forme prenne le dessus sur le fond. Et moi, je vais tenter de tresser ces 3 fils devant vous ce soir et de vous faire partager cette autre histoire du sport avec cette conférence gesticulée intitulée « Pourquoi je ne serai jamais Luis Fernandez ?» Réponse dans environ 1h30. Alors, avant de démarrer, je vais faire une autre précision. Tel que vous me voyez là, tout de suite, je suis en possession d'un trésor de famille. Ce sac, sponsorisé par le Crédit Agricole, est un héritage familial. C'est le sac de sport avec lequel mon père, en 1985, s'est rendu à son dernier match de football après 25 ans d'une brillante carrière. Alors je me souviens très bien parce que j'étais présent dans le stade et je me souviens très bien de cette semaine, qui était une semaine un peu particulière puisque dans la famille, mon père, il s'était fait installer le mercredi, je m'en souviens encore, je n'avais pas école ce jour-là, il s'était fait installer sur la tête une perruque, un postiche sur le crâne. Non mais j'ai 5 ans à ce moment-là. Donc mon père il part au travail le matin, vous voyez Gérard Jugnot, le soir il revient, c'est Mick Jagger quoi. Le dimanche suivant, mon père inaugure ses nouveaux cheveux au stade de foot municipal pour ce qu'il ne sait pas encore, va être son dernier match. Mon père, il est gardien de but. Je le vois à l'échauffement. Visiblement, en plus, il s'était poussé des cheveux sur la tête, il s'était poussé des ailes dans le dos. Ses cheveux, ça le galvanise. Je le vois à l'échauffement. Il va chercher les ballons, un coup à gauche, un coup à droite. Il y a plusieurs centaines de personnes présentes dans le stade. Je suis présent avec ma mère et mes 2 frères. 15e minute de jeu. Corner de l'équipe adverse. Le ballon est dans les airs. Il va être retenu de la tête par l'avant-centre adverse qui va ouvrir la marque. C'est désormais une certitude. Mais c'est sans compter sur la dextérité de mon père qui, tel un chat, se déploie dans les airs. Il boxe le ballon, il éloigne le danger, et là il fait un soleil sur le dos de son libéro, et en retombant, il se pète la clavicule. Mais dans son geste héroïque, il ne laisse pas simplement sa clavicule. On voit ses cheveux qui se mettent à voler au vent, qui terminent leur course quelques mètres plus loin. Et là, les centaines de personnes présentes dans le stade vont assister à une scène assez surréaliste. Mon père, qui, je vous le rappelle, quand même, a la clavicule pétée, qui se met à ramper à la recherche de ses cheveux perdus, qui va mettre d'ailleurs un certain temps avant de retrouver. Et ce sera le dernier match de football de mon père. Si je vous dis ça, c'est aussi pour préciser que chez moi, dans ma famille, le football, c'est une institution. C'est quasiment un rite de passage. Puisque mon père était footballeur, certes, mais mes frères étaient footballeurs, mes cousins étaient footballeurs, mes oncles étaient footballeurs, mes grands-pères étaient footballeurs, et moi je suis devenu footballeur à mon tour. Ça s'est moyennement passé. Et c'est l'histoire que je vais vous raconter ce soir. Pourquoi je ne suis pas devenu Luis Fernandez. Ça va? Oui. On peut démarrer? Alors, ces conférences démarrent toujours de la même façon. Je vais m'asseoir sur le banc.
j'ouvre mon sac. On a tous nos petits tocs en tant que sportifs. Une goulée. Une deuxième, toujours. Je me déshabille, enfin, je retire la veste. Et je démarre. Mesdames, Messieurs, je suis assis sur un banc. Et pas sur n'importe quel banc, sur un banc de touche. Plus exactement, sur un banc de touche de football. Ce banc de touche a été mon compagnon de jeu pendant une partie de mon enfance. Sur ce banc, j'ai passé des centaines d'heures. Des centaines d'heures à regarder mes copains jouer et à attendre que mon tour vienne. Quand j'étais enfant, j'étais footballeur, ou plutôt, j'étais intermittent du football. Un coup je jouais, un coup je jouais pas. Un coup je jouais pas, un coup je jouais pas. C'était selon le bon vouloir de mon entraîneur. Je jouais s'il en décidait ainsi. Mais il en décidait rarement ainsi. 1986. J'ai 6 ans. J'ai le poster de l'équipe de France de football accroché au mur de ma chambre. L'équipe de France de la Coupe du Monde 86 au Mexique. Mexico 86. Viva les Bleus. Joël Batz est dans les buts. À la pointe de l'attaque, on trouve Yannick Stopira, le Toulousain. Et sur l'aile droite, Dominique Rocheteau, le roi du dribble, surnommé l'ange vert. Derrière eux, le milieu de terrain en or. Le carré magique, celui que tous les entraîneurs du monde rêvent d'entraîner. Giresse, Tigana, Fernandez et Michel Platini. En quart de finale de cette Coupe du Monde au Mexique, l'équipe de France est opposée au Brésil. Le grand Brésil de Zico et de Socrates. Un partout à l'issue du temps réglementaire grâce à un but de Michel Platini. Un partout à l'issue des prolongations. Et la France va devoir de nouveau affronter l'épreuve des tirs au but. Cette terrible épreuve qui lui a été fatale 4 ans plus tôt à Séville, face à l'Allemagne de Schumacher. Mais Luis Fernandez a la qualification au bout du soulier. Il est face à Carlos, le gardien brésilien. Il s'élance pour ce qui est peut-être le dernier tir au but, synonyme de qualification. La France entière retient son souffle. Certains se masquent le visage pour ne pas voir. Thierry Roland, déjà lui, est au commentaire. Vas-y Louis, vas-y mon petit bonhomme, allez Louis, allez mon petit bonhomme, oui, bravo, la France est en demi-finale, bravo Louis, bravo mon petit bonhomme. J'ai 6 ans, je comprends pas exactement ce qui se passe. Je vois mon père qui fait des bonds, il tombe dans les bras de mon grand frère. Je comprends pas ce qui se passe, mais je sais juste une chose, c'est qu'à partir de ce jour, Luis Fernandez va devenir mon héros. Bientôt, l'autre mur de ma chambre se couvrira du poster de Fernandez. Luis, ce fils d'immigré espagnol qui a grandi en banlieue lyonnaise, au Maguette, et qui est devenu au milieu des années 80 le chouchou du Parc des Princes. Il est le roi du milieu de terrain en équipe de France et au Paris Saint-Germain. Il tague, récupère, relance, organise. Parfois à la limite de la régularité, mais les arbitres laissent faire. On ne touche pas à Luis. Et moi, cette année-là, je prends ma première licence de football. Avec un rêve secret, enfoui en moi. Marcher sur les pas de Fernandez. Être sur le terrain, le même joueur, avec le même état d'esprit. Être comme Luis. Un meneur d'hommes. Bon, vous l'avez compris, ça ne va pas exactement se passer comme ça. En fait, le football ne va pas vouloir de moi. Et il va m'expulser. Exit. Carton rouge. La faute que j'ai commise, celle de ne pas avoir été suffisamment bon au football. Anthony, il est gentil, mais le problème,
c'est qu'il ne sait pas jouer au foot, avait dit de moi mon entraîneur de l'époque. Alors quand je dis que j'ai été expulsé, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, personne, aucun entraîneur n'a ouvert la porte du vestiaire, va-t'en, on t'a assez vu, coup de pied aux fesses, non, pas du tout. Hein. Non, ça s'est passé de façon plus sournoise, plus insidieuse, plus souterraine. Ça a duré exactement 6 ans. 6 ans avant que je comprenne que le football ne voulait pas de moi. J'étais endurant. 6 ans où j'ai écumé les bancs de touche de la région, où j'ai fait banquette, comme on dit. 6 ans où j'ai joué au remplaçant. À la fin des entraînements, on avait l'habitude de finir par un match, par un petit match, c'est comme ça qu'on disait. Alors l'entraîneur prenait son sifflet et disait « Bon, gars, on va finir par un petit match, hein. Chacun son poste. Hein. » J'allais m'asseoir sur le banc de touche. C'était mon poste sur le terrain. Un jour, mon père est venu me voir au match. En fait, mon père avait été missionné par ma mère pour venir me voir au match. La famille venait d'acheter un caméscope et mon père devait venir me filmer. Ce genre d'image qu'on immortalise, qu'on se regarde au coin du feu, 20 ans plus tard en famille. Sauf que ce samedi après-midi, comme chaque samedi après-midi, je suis resté sur le banc de touche. À 5 minutes de la fin du match, j'ai entendu l'entraîneur dire aux parents qui étaient autour de lui « On va peut-être le faire rentrer. Ce serait dommage que la famille ait acheté un caméscope pour rien. » Éclat de rire général. Et j'ai vu mon père quelques mètres plus loin, le regard humide. Lui, le footballeur au passé glorieux, je crois que cet après-midi-là, il a eu un peu honte de moi. Il aurait tellement eu envie d'avoir un fils qui sache jouer au foot. Ça a fini par me lasser. Oui, arrivé à l'adolescence, passer ce samedi après-midi sur un banc de touche, vous en conviendrez aisément, il y a plus excitant comme programme. Et j'ai donc pris à 12-13 ans une décision importante pour la suite. J'ai décidé d'arrêter le football. Et puis j'ai aussi décidé d'oublier ces tranches de vie. Alors en psychanalyse, on appelle ça le refoulement. Voilà, j'ai décidé d'oublier cette tranche de vie parce qu'elle n'était pas très glorieuse. Elle avait fait de moi un perdant, un vrai de vrai, mais violence symbolique. La violence symbolique en sociologie, c'est lorsque les dominés en arrivent à se convaincre que leur situation de dominé, ils en sont les fautifs. Ils en sont les coupables. Et bien moi, c'est exactement ce qui s'est passé. J'avais fini par me convaincre que cette situation d'exclusion, j'en étais le seul responsable. Et que finalement, j'avais qu'à savoir jouer au foot, hein, puis j'aurais été sur le terrain. Puis allez savoir, je serais même peut-être devenu Fernandez. Et puis j'ai cru ça pendant un paquet d'années. Jusqu'à ce que je tombe sur un bouquin signé d'un certain Albert Jacquard. Généticien, philosophe, hein, le professeur Jacquard. Il a beaucoup écrit sur le sport. Vive le sport, abat le score, est une phrase qu'il se plaisait à répéter. Et moi, le professeur Jacquard est l'homme par lequel mon indignation est arrivée. C'est grâce à lui que j'ai compris ce qui m'était arrivé. C'est grâce à lui que j'ai compris la façon dont chaque année des milliers de gamins pouvaient être exclus. C'est grâce au professeur Jacquard que j'ai compris ce qu'était également l'envers du décor sportif. L'envers du décor sportif. Celui dont on ne parle pas, ou presque pas. Parce que critiquer le sport, sans passer immédiatement pour un rabat-joie, pour un grincheux, est une chose extrêmement difficile. Et c'était très difficile de critiquer le sport parce que s'il y a bien quelque chose sur lequel on peut s'entendre en société, c'est que le sport, c'est bon. On est tous d'accord, on va nous le répéter dans les prochains mois, jusqu'à ce que le message y rentre. Le sport, c'est bon. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'éducation, c'est bon pour la socialisation. Pour reprendre l'expression de Pierre Bourdieu, ce sociologue décédé il y a maintenant une vingtaine d'années, on pourrait dire que le champ sportif renferme de l'impensable. C'est-à-dire des choses qu'on n'ose même plus penser. Cela va de soi. Le sport, c'est bon, cela va de soi. On ne va pas qu'à ouvrir un cycle de débat pour discuter si est-ce que le sport, c'est bon ou pas. Je vous donne juste un exemple. Il y a quelques années, le CNAGEP. Alors, le CNAGEP, c'est une coordination nationale qui regroupe en son sein tout un tas de mouvements d'éducation populaire. Alors, on retrouve les foyers ruraux, on retrouve les FJC, les Francas, les CNA, les centres sociaux, etc.
Ils avaient lancé une grande campagne en faveur de l'éducation populaire, qui s'intitulait 100% EduPop, l'éducation populaire fabrique de liens sociaux. Et ce qui était intéressant, c'est si on allait sur leur site internet, ils avaient défini les valeurs de l'éducation populaire. Et au milieu des valeurs classiques, vous voyez, justice sociale, égalité, solidarité, ils avaient glissé une valeur intitulée le sport. Vous ne l'avez pas vu passer. Le sport, ça n'est plus présenté comme une pratique, c'est présenté comme une valeur. Hein. Et je veux dire, c'est quand même très difficile de s'attaquer à une valeur. Enfin, je veux dire, à moins que vous soyez un méchant adhérent du MEDEF, vous n'êtes pas contre la justice sociale, hein. Vous n'êtes pas contre la solidarité. Et bien, vous n'êtes pas contre le sport. Hein. Enfin, je veux dire, le jour où le NAGEP définira la peinture sur porcelaine comme valeur de l'éducation populaire, hein, ah, je vous assure, vous ne pourrez plus critiquer la peinture sur porcelaine. Et donc, on va comme ça baigner tout au long de l'année dans ce discours du positivisme sportif. Et ça va être très difficile, mais vraiment très difficile de nourrir un esprit critique. Alors bien sûr, vous pouvez toujours critiquer, mais je vous préviens, hein, j'en ai fait l'expérience, hein, vous allez à la rencontre de quelques déconvenus. Je veux dire, si vous êtes parent d'élèves, hein, et qu'en début d'année, lors de la réunion entre l'institut de votre enfant et les parents, lorsque l'institut vous dira que c'est très important d'inscrire votre enfant dans un club sportif parce que le sport, c'est bon, si vous vous levez à ce moment-là et que vous dites « ça dépend », il est possible que vous ayez quelques regards circonspects qui se dirigent vers vous. Sous peu que vous soyez nouveau ou nouvelle sur la commune, c'est pas sûr qu'il y ait grand monde qui vous salue le dimanche matin quand vous irez acheter votre baguette de pain à la boulangerie. Hein, parce qu'on ne s'attaque pas au sport. Du coup, moi, Anthony, du haut de mes 12-13 ans, quand je décide d'arrêter le football, pour mes parents, je n'ai pas d'autre choix que de me trouver immédiatement un nouveau sport. Mes parents ont été clairs, ils m'ont dit « Ok, le football, c'est pas trop ton truc, visiblement. » Effectivement. Donc tu peux arrêter le foot, mais il va falloir que tu te trouves un autre sport pour la rentrée prochaine. Et mettez-vous un peu à la place de mes parents. Enfin, je veux dire, ils ont tellement entendu que le sport, c'était essentiel pour leur enfant. Ils se disent, attends, mais si mon fils, il arrête le sport à 12-13 ans, enfin, je veux dire, c'est une jeunesse qui part complètement à volo, quoi. Enfin, je veux dire, au mieux, je deviens trafiquant de drogue, au pire, je deviens militant d'Éric Zemmour. Enfin, en tout cas, il y a un truc pas chouette qui va se passer, c'est sûr. Hein. Et donc, j'ai quelques jours pour rendre ma copie, j'ai quelques jours pour dire à mes parents le sport que je choisis. Et là, je vais devenir handballeur. Et preuve que l'expérience du football a laissé sur moi quelques traces sur le plan psychologique, je vais devenir gardien de but au handball. Comment vous dire ? Faut pas être nécessairement starbé pour être gardien de but au handball, mais disons quand même que ça peut aider. Ça peut aider lorsqu'il s'agit de s'exposer à des tirs à bout portant de molosses d'1m95 pour 110 kg. Et je veux dire, s'y exposer pendant 10 ans, on est d'accord, hein, pas simplement le temps d'un pari alcoolisé avec des potes. Hein. Et donc voilà, je vais devenir gardien de but au handball, et ça va être une des plus belles périodes de ma vie. Et vraiment. Et notamment grâce à un truc tout bête, vous allez rigoler, un truc tout bête qui s'appelle le terrain. Pour la première fois de ma vie, j'ai le droit d'être sur le terrain. J'ai le droit d'encourager mes copains ailleurs que sur le banc de touche. J'ai le droit de leur faire des passes. J'ai le droit, lorsqu'un joueur adverse part en contre-attaque, de mettre à gesticuler comme un poulpe désarticulé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un gardien de but en handball sur une contre-attaque. C'était quelque chose à peu près comme ça. Prier pour qu'au moment du tir, le ballon n'entre pas dans le but. Ou qu'éventuellement il entre dans le but, mais qu'en tout cas, il épargne des parties sensibles. Et ça va durer comme ça un paquet d'années. Je vais littéralement m'éclater. Enfin, je veux dire, je vais bouffer handball, je vais dormir handball, je vais relationner handball. Et puis ça va super bien se passer pour moi. Je vais grimper les échelons, je vais finir par jouer à un niveau national. Et je vais enfin comprendre tout le bien qu'on m'avait dit du sport. Parce que si vous voulez, depuis mon enfance, on me disait que le sport, c'était l'école de la vie,
C'était le symbole de l'intégration. J'avoue que j'avais un peu de mal à voir où était mon intégration en étant sur le banc de touche. Mais là, ça y est, je comprends. Je comprends. C'est l'éclat total. Jusqu'à la boulette. On est en 2000. J'ai 20 ans. Je pratique le handball dans mon club à un niveau national et je suis également étudiant à Tours, à l'université de Tours, et je fais partie de l'équipe universitaire. L'équipe universitaire qui est inscrite au championnat FNSU, l'équivalent de l'UNSS, le sport universitaire. Et avec l'équipe de Tours, on est engagé dans un mini-championnat avec 3 autres équipes, les équipes de La Rochelle, de Poitiers, d'Orléans. On va rencontrer chacune des équipes une fois. Et à l'issue de ces différentes rencontres, il va y avoir un classement qui va être établi. Et l'équipe qui va terminer à la première place va se qualifier pour les phases finales du championnat de France universitaire qui ont lieu cette année-là à Marseille. Bonne mère, nous voilà. Alors là, c'est la partie interactive de la conférence gesticulée. Ça en fait environ 20 minutes que je parle, et puis il y a toujours des gens qui commencent à piquer un peu du nez. Donc en fait, je les sors de leur sommeil avec cette partie interactive où je pose des questions. Faites attention, ça peut tomber sur vous. J'ai précisé que nous étions dans un mini-championnat avec 3 autres équipes et que nous rencontrions chacune des équipes une fois. Nous avons donc combien de matchs à disputer? 3 matchs. Attention, ça se complique. Ceux et celles qui connaissent le handball, vous savez peut-être qu'il peut inscrire sur une feuille de match 2 gardiens de but. Nous avons donc combien de postes de gardiens à nous répartir sur l'ensemble des 3 matchs? 6. On passe à la division. Attention. Nous sommes 3 gardiens. Sur un principe d'égalité parfaite, nous décidons que chacun d'entre nous jouera combien de matchs? 2 matchs. Je joue les 2 premiers matchs. Et donc je m'apprête à regarder le 3e match, décisif pour la qualification, dans les tribunes. La veille de ce 3e match, nous avons entraînement. Évidemment, je participe à l'entraînement avec mes coéquipiers. Et à l'issue de l'entraînement, l'entraîneur nous réunit dans le vestiaire pour son speech de veille de match. Et il nous explique que le match du lendemain est décisif pour la qualification et qu'il décide donc, en son âme et conscience, et selon la formule consacrée, de mettre le maximum d'atouts dans le jeu de l'équipe. Et il décide donc de me prendre dans le groupe et de laisser Quentin dans les tribunes. Quentin, c'est le gardien qui fait 30 cm de moins que moi. Et Quentin, il n'a joué qu'un seul match. Et si moi j'accepte de jouer le lendemain, je jouerai mon 3e match. Alors, autant vous le dire, mais en toute sincérité, si je n'avais pas connu mon expérience malheureuse d'exclusion dans le football, à ce moment-là, je me serais posé 0 question. Je ne sais pas comment vous dire, j'aurais été du côté des dominants, j'aurais surfé sur la vague de la domination, enfin je sais pas, j'aurais été heureux quoi. L'entraîneur me demandait de jouer, pourquoi je remettrais en cause la demande de mon entraîneur à qui je dois obéissance. Le problème c'est que l'exclusion dans le sport, je la connais. Je la connais même trop bien. Je pourrais vous raconter tous ces samedis après-midi, samedi après-midi d'avant-match, ou dans le vestiaire, l'entraîneur annonçait la composition de l'équipe, et que j'apprenais une fois de plus que j'avais le numéro 13, qui était synonyme du poste de remplaçant. La douleur que c'était pour moi à chaque fois. Je pourrais vous parler de ces samedis en fin d'après-midi, après le match, où je rentrais chez moi à vélo, et arrivé à 200 mètres de la maison, je mettais pied à terre, j'ouvrais mon sac, et je roulais mes affaires dans la boue, pour faire croire à mes parents que j'avais joué, et pour ne pas leur infliger l'humiliation du parent dont l'enfant est un exclu. Je jette un regard à Quentin, il est à l'autre bout du vestiaire. Il est triste. Il a le même visage que moi quelques années plus tôt. J'ai quelques secondes pour réagir. En 1986, j'avais le poster de Fernandez accroché au mur de ma chambre. Mais 15 ans plus tard, j'ai le poster de Che Guevara. Une âme révolutionnaire pousse en bas. À ce moment-là, je me lève, j'affronte le regard de l'entraîneur et je lui dis que je ne suis pas d'accord,
qu'on avait fixé des règles en début de partie, qu'on ne change pas les règles en cours de partie, que c'est Quentin qui devait jouer, c'est donc Quentin qui jouera, et de toute façon, ce match, avec ou sans moi, de toute façon, on va le gagner. Ernesto sort de ce corps. Waouh! Alors là, logiquement, ce qui devrait se passer, c'est que tous mes coéquipiers devraient se lever, ils devraient m'applaudir, ils devraient dire qu'ils sont d'accord, et que c'est Quentin qui va jouer. Sauf que c'est pas du tout ce qui se passe. Je regarde autour de moi, cette bande de faux culs, ils regardent leurs chaussures, on entend les mouches voler dans le vestiaire, un ange passe, j'affronte pour la deuxième fois en l'espace de quelques secondes le regard de mon entraîneur, mais cette fois-ci je suis un peu moins serein, et là l'entraîneur me dit « Anthony, t'es un gars gentil, mais le problème, c'est que t'as pas l'esprit d'équipe. » Alors là, oui, il y a un truc qui ne percute pas pour moi. Alors, je propose que ce soit Quentin qui joue. J'ai pas l'esprit d'équipe. En fait, peut-être que vous avez compris. Hein. En fait, ce que me reproche à ce moment-là l'entraîneur, c'est de ne pas être prêt à tout, y compris à exclure Quentin, pour faire triompher l'équipe. C'est ça, avoir l'esprit d'équipe, faire triompher l'équipe. Vous vous souvenez de cette phrase de Coubertin? On l'a tous appris quand on était enfant à l'école. L'essentiel, c'est de participer. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Pierre de Coubertin. Alors, Pierre de Coubertin n'est pas tout à fait l'humaniste dont le portrait nous est régulièrement brossé. Si vous voulez, c'est pas tout à fait Albert Jacquard. C'est pas non plus ce qu'on pourrait appeler un joyeux gauchiste. Pierre de Coubertin, c'est vérifiable dans tout un tas de livres d'histoire. Il est misogyne. Il s'oppose à la participation des femmes aux Jeux Olympiques. Il parle d'Olympiade femelle. Il est distingué, le baron. Et il dit que la seule place des femmes dans un stade, c'est pour remettre des bouquets aux vainqueurs. Pierre de Coubertin se définit lui-même comme un colonialiste fanatique. Il est élitiste. Contrairement à son fameux « l'essentiel, c'est de participer », en fait, il encourage l'écrasement des faibles par les forts. Il dit d'ailleurs que le sport doit remettre chacun à sa place dans la pyramide. Vous voyez, les forts tout en haut et puis les faibles tout en bas dans le caniveau, tu vois, ceux qui ne sont rien du Macron avant l'heure, en bonne et due forme. Hein. Pierre de Coubertin, il est raciste, hein, il présente, tout ça il a écrit, hein, il présente la race blanche comme des sens supérieurs. Hein. Et cerise sur le gâteau, et le genre de truc qui finit de vous convaincre que ce Pierre de Coubertin, c'est quand même plutôt un chouette type, hein, avec qui vous avez une farouche envie de passer vos prochaines vacances. C'est un grand admirateur d'Adolf Hitler. Il va d'ailleurs confier les Jeux Olympiques en 1936 à l'Allemagne nazie. Et pour le Führer, ça va être un magnifique cadeau. Il va se saisir de ces Jeux Olympiques pour tenter de démontrer la suprématie de la race aryenne et la supériorité du régime nazi. Et d'ailleurs, l'Allemagne nazie va sortir grand vainqueur de ces Jeux Olympiques. Ils vont rafler un maximum de médailles. Il y a bien qu'un certain noir américain, un certain Jesse Owens, qui va contrarier les plans du Führer dans plusieurs épreuves d'athlétisme. Et du coup, Hitler, il est content, il sort grand vainqueur de ces Jeux Olympiques, et il veut remercier Coubertin. Il va souffler le nom de Coubertin pour être prix Nobel de la paix en 1936. Bon, évidemment, rétrospectivement, Adolf Hitler qui vous parle de paix, vous voyez, c'est un peu comme quand Manuel Valls vous parle de socialisme. Hein. Mais il faut savoir que grâce à ces Jeux Olympiques, le Führer il s'est acheté une image de pacifiste aux yeux de la terre entière. Et il a rassuré sur ses intentions belliqueuses. On est en 1936. Je referme la parenthèse. Donc l'essentiel, c'est de participer, aurait dit Coubertin. Alors tous ces écrits disent le contraire, mais bon, cette phrase-là, on l'a retenue. Non, l'essentiel dans le sport, c'est ce que me souffle l'entraîneur de cette équipe universitaire, et j'en atteste aujourd'hui. L'essentiel dans le sport, ça n'est pas de participer. L'essentiel dans le sport, c'est de gagner. Et c'est même pas moi qui le dis. Il y a quelques années de ça, j'étais chez moi, un dimanche après-midi.
Chez moi, c'est du côté de Nantes, voilà, pour vous situer. Hein. Et je revenais d'une sortie champignon où j'avais ramené un grand panier de trompettes de la mort, j'étais fier comme un bar tabac. Hein. Et j'arrive chez moi, je lance un feu dans la cheminée, la petite tisane, et là j'allume la radio. France Inter, et en fin d'après-midi, le dimanche, sur France Inter, il y a une émission que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Les Petits Bateaux. Voilà. Alors les Petits Bateaux, c'est quoi? En fait, c'est une émission, des enfants appellent, posent des questions, et ce sont des spécialistes qui leur répondent. Vous voyez le genre de questions d'un enfant de 6, 7 ans, 8 ans. Bonjour, pourquoi il n'y a plus de dinosaures sur la Terre? Pourquoi la Terre est ronde? Pourquoi le Parti Socialiste n'est plus de gauche? Vous voyez, c'est ce genre de questions, quoi. Et donc là, c'est une petite fille qui appelle, et qui dit, voilà, je voulais savoir, est-ce que dans le sport, l'essentiel, c'est de gagner ou c'est de participer? Alors pour répondre à cette petite fille, ils ne vont pas m'appeler moi, non, ils vont appeler le directeur de l'INSEP, Institut National du Sport, de l'Excellence et de la Performance. Et voilà ce que lui répond ce haut gradé de l'institution sportive. Il lui dit, écoute, au risque de te rendre triste, je vais te dire la vérité. Parce qu'il est du devoir des adultes de dire la vérité aux enfants. Bien sûr que l'essentiel dans le sport, ça n'est pas de participer. Bien sûr que l'essentiel dans le sport, c'est de gagner. Et les seuls qui disent que l'essentiel dans le sport, c'est de participer, ce sont les faibles. Et dans le sport, il n'y a pas de place pour les faibles. Ting, ting, ting. 1991, championnat du monde d'athlétisme à Tokyo. Dans les championnats du monde d'athlétisme, il y a une épreuve très spectaculaire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé à la télé. C'est le 50 km marche. Quand je dis que c'est le 50 km marche, c'est très spectaculaire dans le sens que c'est une dépense d'énergie colossale. Vous voyez, durant la course, on voit des athlètes qui se mettent à vomir, qui s'évanouissent, il y a des malaises, etc. Bon, bref, vous imaginez les gens qui marchent, mais qui marchent plus vite que moi je ne cours. Et cette année-là, sur les 50 km marche, 2 athlètes font la course en tête. 2 Russes. Et ils ont plusieurs minutes d'avance sur leur poursuivant direct lorsqu'ils arrivent à l'entrée du stade olympique pour se disputer la victoire finale. Ils ne sont plus qu'à quelques dizaines de mètres de la ligne d'arrivée. Ils vont bientôt sprinter, sauf qu'on les voit échanger quelques mots. On ne comprend pas encore à ce moment-là ce qu'ils se disent, on va vite le comprendre, puisqu'on va voir ces 2 athlètes qui vont se prendre par l'épaule et qui vont décider de ne pas se disputer le sprint final et qui vont décider de terminer ensemble à égalité. Magnifique image de fair play sportif, d'amitié, que ces 2 hommes qui se prennent par l'épaule et qui terminent à égalité. Eh bien non. Parce que les juges qui sont chargés d'établir le classement vont avoir recours à la photo finish pour les départager. Et ils vont les départager pour 1 centième de seconde. 1 centième de seconde, une particule d'épaule, après 50 km. Alors, si vous ne connaissez rien en sport, votre premier réflexe, c'est de dire « c'est complètement débile ». Enfin, je veux dire, c'est con, c'est absurde. Enfin, ces 2 hommes voulaient gagner tous les 2, ils terminent épaule contre épaule, il fallait les laisser gagner tous les 2. Enfin, on n'allait pas les départager, c'est absurde. Hein. Et en disant ça, effectivement, vous apportez la démonstration que vous ne connaissez rien en sport. Parce que d'un point de vue de l'olympisme, cette décision des juges est tout à fait logique. Et oui, il faut comprendre que le principe même d'égalité est un principe que déteste l'olympisme. Regardez, dans un match de football, dans un match de handball, quand un match se termine sur un score de parité, on parle de match nul, c'est nul. Ah non, attention, il faut autant le prendre dans son sens mathématique que familier. Nul parce qu'il est intéressant. Parce que le sport, c'est des victoires, mais aussi des défaites. Ils veulent les rires du gagnant
les pleurs du perdant, et c'est cette adrénaline qu'on va nous vendre. Et puis c'est hiérarchie qu'on va nous vendre. Et c'est pas qu'une querelle sémantique. On va vite comprendre que jouer ou gagner, sans doute qu'il va falloir choisir. Alors ça fait 30 minutes que je vous parle de sport, et j'ai toujours pas précisé ce que je mettais derrière ce mot. Alors je sais que Thomas vous a demandé à l'entrée, qu'est-ce que vous mettez derrière le mot sport? Alors oui, on peut s'entendre, chacun finalement met ce qu'il veut derrière le mot sport. Oui, mais sauf que moi je suis obligé de préciser ce que je mets ce soir derrière le mot sport pour savoir précisément de quoi je vous parle. En fait, quand ce soir je vous parle de sport, je ne vous parle pas de n'importe quelle activité physique. Je ne vous parle pas de la sortie à vélo que peut-être vous réalisez une fois par semaine, de laquelle vous revenez 30 minutes plus tard tout transpirant, en ayant l'impression d'avoir gravi l'Alpe d'Huez. Je ne vous parle pas non plus de votre sortie mensuelle à la piscine de Langres, où vous allez faire vos 20 longueurs en brasse coulée. Je ne parle pas non plus de ma mère qui tous les soirs va promener son chien, et qui revient à chaque fois en disant « Ah ben ça y est, j'ai fait mon sport pour la journée. Hein. » Alors moi qui suis un peu taquin, je lui dis « Oui, non, maman, tu ne peux pas vraiment dire que c'est du sport. » Elle me répond « Ah ben je t'assure, c'était sportif. » Oui, d'accord, alors... Dans le langage familier, tu peux dire que c'est du sport, mais si on se réfère à la définition de la sociologie du sport, alors en règle générale, c'est à ce moment précis que ma mère se met à regretter d'avoir financé des études post-bac. Hein. Elle me le fait bien comprendre. Hein. Non, ça, c'est toutes les activités que je viens de nommer, voilà, c'est des activités d'entretien corporel, de délassement, vous les appelez comme vous voulez. Non, moi évidemment, ce que je critique ce soir, ça n'est pas ça. Tout à fait conscience que nous avons tous et toutes besoin de mettre notre corps en mouvement et que l'activité physique est absolument essentielle pour plein de raisons. Non, ce dont je parle ce soir, c'est un truc très précis. Un truc que l'on peut définir à travers 4 critères. Le sport, premier critère, est une activité motrice. On met son corps en mouvement. Jusqu'à là, vous allez me dire, ma mère a raison. Quand on va promener le chien, elle met son corps en mouvement. Mais le sport, c'est également, deuxième critère, une activité codifiée. C'est-à-dire qui repose sur des règles très précisément déterminées et auxquelles on ne peut pas déroger. Je veux dire, si vous pratiquez un 100 mètres en compétition, que vous êtes en tête à 20 mètres de l'arrivée, vous ne pouvez pas vous arrêter et revendiquer la victoire. Parce que le 100 mètres, ça fait 100 mètres. De même qu'un match de football, ça fait 90 minutes. Par contre, si l'été venu à la plage, après avoir pique-niqué et après avoir bu la bouteille de rosé, vous décidez avec les potes d'improviser une petite partie de balle au pied, vous prenez les serviettes pour faire les buts, vous prenez le ballon de beach volley, vous pouvez tout à fait décider, après 12 minutes 30, d'arrêter la partie pour de nouveau aller vous fraquer dans le sable pour digérer la bouteille de rosé, parce qu'il n'y a plus de règles qui tiennent, vous les définissez vous-même, on n'est pas à ce moment-là dans du sport. Le sport est une activité codifiée. Troisième critère qui fait qu'une activité est sport, le sport est une activité institutionnelle. C'est-à-dire qu'il se pratique dans des institutions, des clubs, avec une licence. Ces clubs sont affiliés à des comités départementaux, à des ligues régionales, et puis à une fédération nationale. Et puis ça monte comme ça jusqu'au niveau international. Voilà, le système institutionnel du sport, c'est par exemple le CIO, le Comité international olympique, qui aura en charge l'organisation cet été des Jeux olympiques de Paris. Les Jeux olympiques de Paris, vous en avez entendu parler? But fait. Un projet assez ambitieux, hein, assez vertueux également, pour lequel on n'a pas lésiné sur les moyens. Je veux dire, on n'a pas hésité à bétonner des dizaines d'hectares, vous voyez, c'est des jardins, des parcs, des bois qu'on a supprimés pour installer des parkings, le village olympique. On n'a pas hésité à construire un échangeur autoroutier à côté d'une école à Saint-Denis. Voilà, des dizaines de milliers de bagnoles qui passeront. Hein. Que sont les pollutions pour ces enfants au regard du spectacle qui va être proposé pendant quelques semaines. Hein. On a expulsé des centres de travailleurs migrants. Et puis les Jeux Olympiques de Paris, ça va être aussi, hein, je vous préviens,
je suis un grincheux, hein, je vous l'ai dit, ça va être aussi une accélération sans précédent des techniques de flicage et de surveillance. Alors là, ça va être le feu d'artifice, hein, je vous préviens, les drones, les caméras de vidéosurveillance, les contrôles policiers, les géolocalisations, hein, on va faire un pas de géant dans la logique sécuritaire de notre pays. Hein. Voilà, je le dis comme ça en passant, parce que ce à quoi nous allons assister cet été, c'est également ça. Donc le sport. C'est aussi ça, cette activité institutionnelle, donc le sport est une activité motrice, une activité codifiée, une activité institutionnelle. Et quatrième critère qui fait qu'une activité sport, c'est une activité compétitive. En fait, parler de sport de compétition, c'est un pléonasme. Par essence, par définition même, le sport est de nature compétitive. Et vous allez voir que jouer ou gagner, il va falloir sans doute choisir. Et ce truc en 4 critères, que j'appelle sport, il est très récent dans l'histoire de l'humanité. Alors, parfois il y a des gens qui m'interpellent et qui me disent bah non, non, c'est pas vrai, c'est pas récent, enfin, le sport a toujours existé. Je dis non, pas du tout. Bah si, la Grèce antique, les Jeux Olympiques antiques. Hein. Ouais, alors, là aussi vous ferez des recherches par vous-même, hein. On va passer la soirée là-dessus. Mais juste vous dire que les Jeux Olympiques antiques, c'est pas tout à fait les Jeux Olympiques qu'on va connaître dans 6 mois à Paris. Si vous voulez, moi, quand je vous parle de sport, je vous parle de sport moderne, quoi. Enfin, les Jeux Olympiques antiques, il faut plus le percevoir comme une espèce de kermesse, avec des épreuves organisées qui ressemblaient plus à des séances de bizutage ou à des enterrements de vie de garçon, quoi. Vous voyez, les Jeux Olympiques antiques, pour vous donner un peu une idée, c'était des types qui arrivaient dans les stades complètement nus, et un côté très folklorique. Alors, ils arrivaient comme ça, les mains dans les poches, hein. On leur donnait un concombre, hein. Ils faisaient les 10 pas, ils lançaient leur concombre, on regardait lequel avait lancé le plus loin, et puis on lui mettait une médaille en chocolat autour du cou. Bon voilà, c'est à peu près les Jeux Olympiques antiques. Hein. Vous avez une course assez intéressante dans les Jeux Olympiques antiques, vous avez la course en armes. Alors là, je vous demande juste de visualiser. Vous avez toujours les types totalement nus, mais là on les coiffe d'un casque de guerre, on leur donne une épée, un bouclier, et ils tournent comme ça autour d'un stade tout au long de l'après-midi. Hein. Voilà, c'est assez intéressant. Hein. Non, en gros, les Jeux Olympiques antiques, pour vous donner une comparaison, c'est organisé à peu près dans le même esprit folklorique hein, que naît en 2023, organisé à Sibiril, dans le Finistère d'où je viens, dans le port de Mogueriec, hein, le concours international de crachet de bigorneau. Voilà, vous avez à peu près la comparaison. Ce que je vous dis est vrai. Dans mon Finistère natal, depuis maintenant une vingtaine d'années, chaque mois de juillet, on a un très sérieux concours international de crachet de bigorneau, avec un très sérieux record détenu par un très sérieux Alain Jourdain, avec un crachat à 10,42 m. Ah, je vous assure, c'est énorme. Il y a 2 étés de ça, j'étais à une terrasse en train de boire l'apéro, et là, il y a le serveur qui nous amène un bol de bigorneau. Alors moi, évidemment, je vais faire le mariole devant mes potes. Hein. Je prends un bigorneau. 2 mètres. Hein. 10,42 m à l'Argentin. Impressionnant. Oui, alors dans le même genre, à Vaugnerès, à côté de Lyon, vous avez aussi le championnat du monde de lancer de bouse de vache. Voilà, Jeux Olympiques antiques. Hein. Non, moi, le sport dont je vous parle hein, ce soir, hein, le sport moderne, non, il est très récent dans l'histoire de l'humanité. Pour vous dire, il a un peu plus de 2 siècles. Le sport moderne, en fait, il va naître en Angleterre. Il va naître à la fin du 18e, début 19e siècle. Il va naître au lendemain de la révolution industrielle anglaise. Il va naître au même moment que le capitalisme. Et si on observe bien les 2 trajectoires, eh bien on s'aperçoit que sport et capitalisme naissent ensemble et que pas après pas, étape après étape, pierre après pierre, le capitalisme va façonner le sport à son image. Il va le modeler, il va l'ajuster, il va l'affiner, il va le polir, hein, jusqu'à en faire un de ses plus puissants alliés. Mesdames, Messieurs, petite définition du capitalisme. J'ai tout mon temps. Allez, je vous propose une définition très simple
Une définition qui repose sur 3 mots. Accumulation illimitée de capital. Le capitalisme est un mode de production qui se caractérise par une recherche d'accumulation illimitée de capital. Et j'insiste sur le terme illimité. Ben ouais, parce que c'est ça qui fait l'essence même du capitalisme. Parce qu'on pourrait dire que le capitalisme, c'est un mode de production qui vise à faire du profit. Oui. Mais on pourrait imaginer un système qui ne soit pas un système capitaliste, qui viserait à faire du profit, si vous voulez, mais dans des proportions limitées, et puis surtout ce profit il servirait à financer la recherche, à financer l'emploi, à financer les services publics, etc., etc. Non, ce qui fait la caractéristique même du capitalisme, c'est que la recherche de profit, elle se veut en permanence illimitée. Vous voyez, c'est Amazon qui en 2019 réalise 12 milliards de profits, en 2020, 22 milliards, en 2021, 32 milliards, et en 2022, ils auraient aimé réaliser 42 milliards. En fait, ils ont réussi à en faire un peu moins, et du coup, ils ont licencié 10 000 personnes. Voilà. Voilà, c'est ça le capitalisme. Hein. Cette espèce de, faut imaginer, une espèce de monstre avec des tentacules qui essaye d'aller toujours plus loin, en permanence, en permanence, en permanence. Hein. Et c'est là que quand on comprend que le capitalisme, il est illimité et qu'il ne sera jamais rassasié. Quand je vous dis ça, c'est pas pour vous dire que le capitalisme, il est méchant. Non, c'est juste qu'il est amoral. Il n'a pas de morale. Il ne se contentera jamais de ce qu'il a, il voudra toujours aller plus loin. Et donc, quand on comprend ça, on comprend l'hypocrisie de Sarkozy quand il nous disait qu'on allait moraliser le capitalisme. Comment voulez-vous moraliser quelque chose qui, cyniquement, se veut sans limite? Le truc, il ne sera jamais rassasié, mais on va le moraliser. C'est Frédéric Lordon, un économiste, qui dit « moraliser le capitalisme, si vous voulez, c'est à peu près la même chose que se retrouver en pleine jungle, face à un lion. » Alors, le lion, il est affamé. Le lion, c'est le capitalisme. Le lion, il va vous bouffer. Non pas parce qu'il est méchant, mais qu'il a faim et qu'il n'a pas de morale. Donc il va vous sauter dessus, il va vous bouffer, mais vous voulez moraliser, donc vous regardez le lion et vous lui dites « Couchez Kiki, il est mignon Kiki, couchez Kiki !» Et non, ça n'a pas marché. Hein. Et bien c'est pareil pour le capitalisme. En fait, le capitalisme ne se moralise pas, le capitalisme ne s'amende pas. Le capitalisme, on l'accepte ou on le combat. Et donc le capitalisme se veut illimité, et le sport, lui aussi, se veut illimité. Les deux fonctionnent sur le même ressort, le ressort de l'illimitation. En 2008, Usain Bolt, Jamaïcain champion du monde du 100 mètres, pulvérise le record qu'il détenait déjà, en 9 secondes et 58 centièmes. Le lendemain, j'ai vérifié, tous les journalistes, de la presse écrite, de la radio, de la télévision, consacrent leur reportage à la question « Jusqu'où ira-t-il » Le record qu'il avait établi la veille n'intéressait déjà plus personne, et on se demandait quel était celui qui allait réussir à repousser les limites de l'humanité. Alors on pourrait se dire « Oui, mais tant mieux ! Enfin, je veux dire, c'est ça une société de progrès. C'est une société qui souhaite en permanence repousser ses limites, qui souhaite en permanence améliorer. » Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je pense qu'une société de progrès, c'est au contraire une société qui sait se fixer des seuils de raison. Et que le plus n'est pas nécessairement synonyme du mieux. Elle sait se fixer des limites. Situs, altus, fortus. Plus vite, plus haut, plus fort. C'est la devise des Jeux Olympiques. Pierre de Coubertin toujours. Le sport, c'est la liberté de l'excès. Et parmi ces excès dans le sport, dès lors qu'il n'y a plus de limite, c'est la porte ouverte. Et bien, parmi ces excès dans le sport, mais je suis sûr que vous le voyez poindre, il y a un truc dont on entend de temps en temps parler dans la presse. Allez, je vous mets sur la voie, et moi, pendant que vous cherchez comme ça, je fais ma petite pause, ma petite mi-temps. Ça commence par dos et ça finit par page. Je vous laisse réfléchir.
Puisque c'est la mi-temps, et qui dit mi-temps dans le sport dit forcément page de publicité. J'en profite pour vous signaler que cette conférence gesticulée est sponsorisée par l'eau des catholiques de gauche, Chris, Staline. C'est bon, vous avez trouvé? Eh ouais, le dopage. Alors, j'ai envie de vous parler du dopage à travers une rencontre que j'ai faite il y a quelques années. Et ça va nous ramener à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ça va nous ramener en 1998. 1998, dans le domaine sportif, ça n'est pas simplement et 1, et 2, et 3, 0. C'est aussi une affaire qui a défrayé la chronique sportive et qu'on avait baptisée à l'époque l'affaire Festina. L'affaire Festina, mois de juillet 1998. Alors, l'affaire Festina, petite piqûre de rappel. Festina, à l'époque, c'est la plus grande équipe du monde. C'est l'équipe de Richard Virenque. Et Richard Virenque aborde le Tour de France en 1998 avec un objectif, un seul, gagner. Il veut être le successeur de Bernard Hinault, le dernier vainqueur français du Tour de France. C'était en 1985. On est en 98 et pour cela, l'équipe Festina a mis les moyens. Ils ont recruté Laurent Brochard, qui a été champion du monde. Ils ont recruté Alex Zoulet, qui a gagné le Tour d'Espagne. Et quelques jours avant le départ du Tour de France, le soigneur de l'équipe Festina, un certain Willy Voet, se fait intercepter à la frontière franco-belge par les douaniers. Il est au volant de sa voiture, facilement reconnaissable, avec les grands autocollants Festina. Les douaniers lui demandent de se mettre sur le bas-côté, de couper son moteur, de descendre du véhicule et d'ouvrir le coffre de la voiture. Et lorsque Willy Voet ouvre le coffre de sa bagnole, la trouvaille est stupéfiante. On trouve 500 doses de produits dopants, dont la moitié sont des doses d'EPO. Alors l'EPO, pour les non-initiés, c'est une hormone naturelle qui vise à augmenter le taux de globules rouges dans le sang, le taux d'hématocrite. En gros, un taux de globules rouges élevé, ça va faciliter le transport de l'oxygène par le sang, ça va renforcer l'endurance musculaire, ça va permettre de mieux récupérer, ça va permettre en gros de pédaler plus longtemps, plus vite. Vous avez 250 doses de PO et vous avez 250 doses que se partagent les solutions d'hormones de croissance, la testostérone et les amphétamines. Alors Willy Voet, il va nier dans un premier temps. Il va dire que c'est pour sa consommation personnelle. Ça a moyennement marché. Et devant l'évidence des faits, il va dénoncer au sein de l'équipe Festina un dopage organisé, médicalisé, généralisé. Ce qu'il dit à ce moment-là, ça fait l'effet d'une bombe atomique. Parce que, qu'il y ait quelques tricheurs dans le peloton cycliste, on s'en doutait un peu. Il ne faut pas non plus nous prendre pour des Playmobil dans un évier. Mais si vous voulez, on était persuadés que c'était juste l'affaire de quelques tricheurs, justement. Vous voyez, des gens qui se refilaient de la canne par-dessous les tables. Et là, Willy Voet lui dit, mais pas du tout, pas du tout. Il nous explique que le dopage, il est structurel dans le domaine cycliste. Et j'ouvre une petite parenthèse dans l'ensemble des sports, entendons-nous. Le cyclisme a beaucoup payé ces dernières années. Je crois même que le cyclisme a servi de bouc émissaire. Et donc, en vous racontant cette histoire, qui est une histoire personnelle qui m'est arrivée, c'est pour ça que j'en parle, c'est pas du tout pour stigmatiser le cyclisme. On est d'accord que chacun devra aussi balayer devant sa porte. Aujourd'hui, on sait que le dopage fonde le sport de haut niveau, quel que soit le sport. C'est dit. Toujours est-il qu'au sein de cette équipe Festina, et plus globalement dans le peloton cycliste, Willy Voet passe les aveux. Et il dit que c'est un dopage organisé, médicalisé, généralisé. Organisé, ça veut dire qu'il explique qu'il y a une caisse noire dans l'équipe et que tous les primes des coureurs vont dans cette caisse. Et avec l'argent de cette caisse, on va acheter des produits, la plupart du temps au Portugal. Il nous explique que c'est le médecin lui-même qui administre les piqûres, les perfusions, les transfusions, les cachetons. Il a des petits carnets pour chaque coureur et il note
il note tous les produits qu'il administre jour après jour. Et puis, rajoute Willy Voet, c'est un dopage généralisé. Ça veut dire que tout le monde se dope. Tout le monde, sauf un. Non, ce n'est pas Richard Virenque, dopé à l'insu de son plein gré. Non, c'est un certain Christophe Basson. Christophe Basson, c'est le monsieur propre du cyclisme professionnel. Alors, peut-être que ce nom ne vous dit pas grand-chose. C'est vrai que Christophe Basson n'a pas une carrière exceptionnelle. Il ne se dopait pas. Mais Christophe Basson, peut-être tout de même que vous avez vu son nom passer il y a quelques années à travers une autre affaire qui a défrayé le Landerneau cycliste. C'était au milieu des années 2010. C'était l'affaire Armstrong. Et oui, vous vous souvenez de l'affaire Armstrong, deuxième grande affaire dans le dopage professionnel. Armstrong, vous situez, c'est un coureur états-unien, Lance Armstrong, qui a gagné 7 fois le Tour de France. Alors, ça a commencé sa carrière par un cancer, il est revenu, il était plus fort que jamais, et là, il a remporté ses 7 Tours de France, avec une caractéristique quand même assez singulière, c'est que Armstrong, c'est un espèce de Robocop sur son vélo, qui limite montait l'école aussi vite qu'il ne les descendait. C'était même un peu suspect. C'était un peu suspect, si bien qu'un jour quelqu'un a dit c'est quand même bizarre, Armstrong, il se fait jamais prendre, alors qu'en tant que leader du Tour de France, Armstrong, il devait se soumettre au contrôle antidopage tous les jours. Et puis jamais. Jamais il s'est fait prendre. Il y a une raison à ça. Peut-être que vous la connaissez. La raison pour laquelle il ne se faisait pas prendre, c'est que ça a toujours été comme ça. En fait, la recherche en faveur de la lutte contre le dopage va toujours moins vite que la recherche en faveur du dopage. Donc ça veut dire que vous pouvez prendre des produits en toute impunité pendant plusieurs années, il faudra un certain temps avant qu'ils soient détectés, et qu'ils soient interdits par le CIO également. Et donc un jour, il y a un type qui a eu une idée. Il a dit, ok, à ce jour, on ne peut pas le prendre, mais si on congelait son urine, un échantillon de son sang, qu'on le mettait au congélateur pendant plusieurs années et qu'on le ressortait ensuite, on pourrait voir si Armstrong il était dopé. Et donc on a ressorti quelques années plus tard ces échantillons, et là, la surprise générale. Armstrong il était dopé. On lui a retiré ses 7 victoires dans le Tour de France. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est que logiquement, lorsque le premier se fait déclasser, et c'est logique, le deuxième devient numéro 1. Sauf ces 7 années-là. Ou si vous allez sur Internet et que vous tapez palmarès du Tour de France, vous allez voir que ces 7 années-là, on passe directement en deuxième. Il n'y a pas de vainqueur. Alors officiellement, c'était pour l'exemple. Ça, c'est la raison officielle. Il y a une raison officieuse que je vous livre ce soir. La dernière année, la dernière victoire de Lance Armstrong, il faut remonter jusqu'au 26e pour trouver un coureur qui n'a pas eu de problème avec le dopage durant sa carrière. En même temps, moi j'aurais trouvé ça hyper fun. Le gars, j'ai vérifié, le 26e, il a terminé à 2h42 d'Armstrong. C'était un Italien. Moi j'aurais trouvé classe que 10 ans plus tard, on l'appelle et qu'on lui dise « Reviens à Paris, t'as gagné le Tour de France !» Bon, en même temps, Armstrong dopé, moi je dis qu'on aurait pu s'en douter. Le gars, il gagne 7 fois le Tour de France, il marche sur la Lune, il joue de la trompette. Tout ça à l'eau claire. Bref, si je vous raconte tout ça, c'est comment l'affaire Armstrong, Christophe Basson, on l'a un peu sorti du placard dans lequel on l'avait enfoui, et on lui a un peu tendu le micro. Christophe Basson, je vous l'ai dit, c'est le monsieur propre du peloton professionnel, et moi je suis tombé par hasard sur son livre, un livre au titre évocateur, positif, un livre que j'ai avalé en une journée, et ce livre il m'a tellement passionné que j'ai décidé d'en savoir plus. Et donc je me suis débrouillé pour trouver les contacts de Christophe Basson. Et par une belle journée d'été 2010, je suis descendu à Bordeaux, là où il vit désormais, où je l'ai rencontré, là où il travaille désormais, dans les locaux de la jeunesse et des sports. J'arrive ce jour-là à Bordeaux, Christophe Basson m'accueille. C'est un grand gaillard, presque aussi grand que moi, il flirte avec le 1m90. Il a un fort accent du sud-ouest, c'est quelqu'un d'absolument délicieux, très convivial. Il m'offre un café, il me propose de le suivre dans son bureau. La porte se referme, je sors mon enregistreur
Et là, il se met à me raconter. À tout me raconter. Christophe Basson est passé professionnel en 1996, à 21 ans, dans l'équipe Festina. D'entrée de jeu, Christophe Basson est présenté comme un futur très grand champion. À 21 ans, on lui fait faire des tests d'effort, et les résultats de ces tests sont du même acabit que les tests que Bernard Hinault avait effectués 20 ans plus tôt. On présente Christophe Basson comme un hypothétique futur vainqueur du Tour de France. La première année chez les professionnels, en matière de dopage, on lui fout une paix royale. Christophe Basson me dit, à peine me rendais-je compte qu'il y avait du dopage. En fait, c'est comme ça qu'on dit, on lui laisse apprendre le métier. Mais à l'issue de sa première année chez les professionnels, ça va se compliquer. Christophe Basson me raconte qu'il est convoqué dans le bureau de son directeur sportif, un Breton, un certain Bruno Roussel, qui le fait s'asseoir. Et sur la table, il y a deux contrats. Le premier contrat, c'est le même contrat que la saison précédente. Un contrat où il est noté son salaire mensuel. Christophe Basson m'explique, on est donc à la fin de l'année 1996, qu'à l'époque, il gagne 15 000 francs, l'équivalent de 2 300 € aujourd'hui. Il m'explique qu'il a 21 ans et qu'il gagne davantage que son père, qui est ouvrier et qui est en fin de carrière. Alors Christophe Basson me dit, cette somme-là était tellement inespérée pour moi que je m'en contentais. Sur le deuxième contrat, on a rajouté un petit truc. Oh, pas grand-chose. Hein. On a rajouté un zéro. On lui propose de faire passer son salaire à 150 000 francs mensuels, 23 000 €, en échange d'un accord, un seul, le dopage. L'équipe Festina mise sur Christophe Basson. Qu'aurions-nous fait à sa place? Eh bien, personnellement, je ne peux pas le dire. J'ai 21 ans, on me propose un salaire mensuel de 23 000 €. J'ai pour cela un seul accord à donner, me doper. Il est possible que je prenne le stylo et que je signe. En tout cas, de vous garantir aujourd'hui que je ne l'aurais pas fait, ça serait me situer au-dessus de la mêlée. Ça serait dire, j'aurais été plus fort que 99% des coureurs professionnels qui prennent le stylo, eux, et qui signent. Mais Christophe Basson est catégorique. C'est non. Christophe Basson me parle à ce moment-là, il a les yeux humides, il me parle de son grand-père, Joachim, qui est décédé quelques mois auparavant. Et il m'explique que son grand-père, qui était ouvrier, lui a transmis les valeurs de la classe ouvrière, la solidarité, l'amitié, la générosité, et puis l'honnêteté, l'intégrité. Il me dit, si je m'étais dopé, ça aurait été une injure à mon grand-père chéri, à mon grand-père disparu. Là où il était désormais, il m'aurait regardé et je lui aurais fait honte. Alors non, je ne pouvais pas faire ça, rien que pour lui. Et puis il me dit, Christophe Basson, de toute façon, j'ai toujours été un coureur hédoniste. Hélium, hétérogène, hédoniste, qui fait passer le plaisir avant toute chose, qui fait passer la motivation intrinsèque, le plaisir lié à une pratique, avant la motivation extrinsèque, ce que permet la pratique en termes de prestige, d'argent par exemple. Alors non, son papier, il pouvait le mettre en où je pense, me dit Christophe Basson. Christophe Basson me parle de ses séances d'entraînement où, en sportif hédoniste qu'il était, pour le plaisir de se faire mal sur la machine, il se mettait à accélérer. Et là, il larguait un à un tous ses coéquipiers qui n'étaient pas encore dopés. Je vous l'ai dit, Christophe Basson, c'est un gros moteur. La semaine suivante en course, les coureurs qu'il avait lâchés lui mettaient 5 minutes dans la vue. Les produits avaient fait leur effet. Ce ne sont pas forcément les meilleurs qui gagnent, me dit Basson, mais les plus fous. Christophe Basson me parle que les jours d'étape du Tour de France, les coureurs pouvaient se prendre jusqu'à 10 piqûres dans les fesses. Christophe Basson me parle des contrôles antidopage. Alors ça, c'est des histoires qui se racontent de génération de coureurs en génération de coureurs. Jusqu'en 1978, une façon pour les coureurs de contourner les contrôles antidopage, c'était de s'aider d'une poire
Vous voyez, d'une poire médicale. En fait, lorsqu'un coureur était convoqué à un contrôle antidopage, il y avait toujours quelques minutes pour s'organiser. Et donc là, à l'aide d'une seringue, on remplissait la poire d'urine propre, qui n'était donc pas à la leur. La plupart du temps, ils demandaient à leurs femmes de pisser à leur place. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, un jour, il y a un coureur qui a reçu un coup de téléphone du médecin. Il dit, écoutez, je ne sais pas ce qui vous arrive, monsieur, mais vous êtes enceinte. Donc, vous comprenez le principe. On met l'urine dans la poire, on relie la poire à un tuyau, on place la poire sous le bras. Avec le maillot, la poire et le tuyau, ça ne se voit absolument pas. Le tuyau, il se déroule comme ça le long du corps. Le coureur rentre dans la petite caravane pour se soumettre au contrôle antidopage, on lui donne le flacon. Et là, il n'a plus qu'à ouvrir le robinet, à presser sur sa poire, ni vu ni connu, pas vu, pas pris. Alors ça a marché jusqu'en 1978. Et cette année-là, sur le Tour de France, un Belge, un certain Michel Pollentier, s'empare du maillot de leader. Et donc, il va au contrôle antidopage avec sa poire sous le bras. Mais manque de peau, le dispositif a été saboté. La poire est obstruée. Et donc, évidemment, l'urine ne veut pas rentrer dans le flacon. Alors, Michel Pollentier se met à ce moment-là à transpirer à grosses gouttes. Il se dit que si il est obligé de pisser dans le flacon, il va le faire exploser, tellement il est chargé à bloc. Le médecin le voit dans une posture un peu indélicate, il lui dit, écoutez, monsieur Pollentier, il fait très chaud, mettez-vous à l'aise, déshabillez-vous. Pollentier refuse. Alors le médecin insiste, et devant l'insistance du médecin, Pollentier va retirer son maillot. Et là aussi, la trouvaille va être stupéfiante. Pollentier va être exclu du Tour de France. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ce jour, les médecins qui sont chargés d'organiser les contrôles antidopage, ils vont devenir suspicieux. Limite un peu parano, vous voyez. Ils vont régulièrement demander aux coureurs de se déshabiller intégralement avant de faire pipi dans le flacon. Mais là aussi, les coureurs vont trouver la parade. Ce que me raconte Christophe Basson. Écoutez bien. À l'aide d'un préservatif. Quand le coureur est convoqué, il a toujours quelques minutes pour s'organiser. Alors, avec l'aide de coéquipiers, il se fait insérer dans l'anus un préservatif. On remplit le préservatif avec de l'urine propre à partir d'une seringue. On referme le préservatif sur un tuyau. Le tuyau a été préalablement recouvert de moquettes pour faire croire à des poils pubiens. On fait passer le tuyau sous les bourses. Avec la moquette, ça ne se voit absolument pas. Et là, il suffit d'ouvrir le robinet, de remplir le flacon, ni vu, ni connu, pas vu, pas pris. Je suis dans ce petit bureau de 9 mètres carrés avec Christophe Basson. Et puis il me raconte. Et c'est tellement en dessous de tout ce que je pouvais imaginer. Et je suis à ce moment-là traversé par un drôle de sentiment. Parce que je suis à la fois écœuré par tant de machiavélisme, et allez savoir pourquoi, fasciné par tant de machiavélisme. Il me raconte que les jours d'étape du Tour de France, dans la nuit qui suivait, les coureurs étaient obligés de mettre leur réveil en pleine nuit pour faire des pompes. En fait, leur sang il était tellement épais que ça pouvait provoquer un arrêt cérébral à tout moment. Et donc il fallait faire des pompes pour faire circuler le sang et pour ne pas mourir tout seul comme un con dans son puits. J'ai un copain journaliste, ancien journaliste sportif, il m'a raconté cette anecdote, je lui ai demandé la permission de la raconter. Il m'a dit « Ok, mais tu ne donnes pas le journal pour lequel je travaillais. » Ok. Donc voilà, je me contenterai de vous dire qu'il travaillait pour un quotidien sportif qui est vendu chaque jour à plusieurs millions d'exemplaires. On est en 1997, un an avant l'équipe Festina, et ce copain il couvre le Tour de France, et on est sur l'étape de l'Alpe d'Huez. Vous voyez l'étape de l'Alpe d'Huez? L'Alpe d'Huez, c'est un col légendaire du Tour de France.
un col, mais n'importe quel cyclotouriste qui l'a monté un jour s'en souviendra jusqu'à son dernier souffle. C'est un col hyper compliqué parce qu'en plus c'est un col avec des virages quasiment en angle droit, donc vous êtes quasiment à l'arrêt dans le virage, il faut relancer la machine, enfin c'est une dépense d'énergie colossale. Et donc l'étape de l'A2S se déroule, il écrit son article, il écrit son papier, il envoie à sa direction, à sa rédaction, et là il a quelques heures pour tuer le temps. Et donc il décide d'aller dans les bars de la station, retrouver quelques amis journalistes, à refaire le monde. Quelques litres de bière plus tard, il revient à son hôtel, titubant quelque peu. Et là, il pense rentrer dans sa chambre d'hôtel, sauf qu'il se trompe. Il est 2h du matin et il rentre dans la chambre d'hôtel de Richard Virenque. Et Richard Virenque, il est sur un vélo d'appartement et il pédale. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, le type il vient de se taper 6 heures de montée de l'Alpe d'Huez, et à 2h du mat, il décide de remettre son réveil pour refaire quelques kilomètres, vous voyez. Ces pratiques, Basson, Babas comme on l'appelle dans le peloton, il va les accepter pendant plusieurs années. Il sait que les dés sont pipés, mais il ne pipe beau, il serre les dents. Et puis un jour, il va en avoir marre de cette hypocrisie. On est sur le Tour de France 1999, un an après l'affaire Festina. Et tous les dirigeants du Tour de France jurent les bons dieux du sport qu'on s'est enfin débarrassé de ce mal, de ce cancer qui gangrénait l'organisme sportif. Et le dopage n'est plus qu'un lointain et mauvais souvenir. C'est le discours officiel à ce moment-là. Et Christophe Basson sait que tout cela est faux. Il m'explique qu'il voit les coureurs arriver le matin au village de départ du Tour de France avec l'intérieur des bras recouvert de bleu. Il sait que des nouveaux produits, encore plus puissants, encore plus destructeurs que le PO, sont arrivés sur le marché. Alors un jour, il va convoquer quelques journalistes. Il va presque rien leur dire. Il va juste laisser entendre qu'il resterait peut-être, je dis bien peut-être, encore quelques petits efforts à faire si on voulait définitivement se débarrasser de toute trace de dopage, qu'en tout cas c'est une éventualité, éventuellement, éventuelle. Eh bien le peu qu'il va dire, eh bien ça va suffire pour, en l'espace de quelques heures, faire de lui Babas la balance. Il va devenir, au sens propre, un homme à abattre. Il va recevoir des courriers anonymes. Ils vont tous y aller de leurs petites phrases assassines. Il va se faire insulter. Il va se faire menacer par Lance Armstrong himself, qui lui demande d'arrêter de parler de dopage, où il s'expose à de très gros ennuis. Il devient le paria, le renégat, le lépreux, le vilain petit canard, celui qui a osé briser la loi de l'Omerta. Et quelques jours après cette déclaration, lâché par tous ses pairs, au bord de la dépression nerveuse, Christophe Basson va jeter l'éponge. Il va abandonner le Tour de France. Et quelques mois plus tard, il abandonnera sa carrière cycliste, sa carrière professionnelle, à simplement 25 ans. Ils ont tué Christophe Basson. Étais-je un coureur lambda ou étais-je un très grand coureur qui est passé à côté d'une très grande carrière, me demande Basson. Je ne le saurai jamais. Mais finalement, ça n'a aucune importance. J'ai quitté ce milieu sans aucun regret. Enfin si, encore aujourd'hui, je dois reconnaître que j'ai un regret, un petit regret. J'aurais tellement aimé gagner une étape du Tour de France et passer la ligne d'arrivée sans lever les bras. Et puis me retrouver sur le podium sans exprimer le moindre sentiment de plaisir, le moindre sentiment de bonheur. Et puis le soir, pareil, sur les plateaux télé. Et ce soir-là, j'aurais annoncé ma carrière, ma retraite sportive, mon départ du peloton. Ça aurait été une façon, comme un pied de nez, de dénoncer ce bal des hypocrites, de cracher dans la soupe. Ah oui, j'aurais bien aimé une sortie comme ça. Aujourd'hui, Christophe Basson est retraité cycliste, mais il remonte régulièrement sur son vélo pour regoûter l'espace de quelques instants à ce plaisir puéril mais savoureux
de se faire mal sur la machine. Je me bats contre moi-même, me dit Masson. Je me bats contre un adversaire à ma taille. Et celui-là, je suis sûr qu'il ne se dope pas. Le dimanche matin, Christophe Basson part sur les routes de Gironde pour avaler des kilomètres de bitume, pour se sentir libre, pour se sentir vivre. Et quand il revient de sa sortie à vélo, il part à la douche. Et là, il se regarde dans la glace. Et il se sent bien. Au retour de cette drôle de journée, en compagnie de Christophe Basson, dans la voiture qui me ramène en Bretagne, je me pose un millier de questions. Et parmi ces questions, je me demande, est-ce que finalement, mon exclusion à moi, du milieu du football, elle n'a pas quelque chose à voir avec l'exclusion de Christophe Basson du milieu cycliste? Alors, à première vue, vous allez me dire, non, je cherche pas, ça n'a pas grand-chose à voir. Hein. C'était mauvais, c'est tout. Hein. Oui, mais sauf que, moi je pense que structurellement parlant, nos deux exclusions ont quelque chose à voir. Alors je le partage à mes deux covoitureurs. Et parmi eux, un certain Guillaume. Guillaume, c'est un handballeur qui a un niveau correct, vous voyez, un niveau régional, qui, dès 12-13 ans d'ailleurs, a été remarqué pour ses qualités handballistiques, hein, et ça lui a permis d'intégrer ce qu'on appelle les sélections territoriales, c'est-à-dire qu'il a intégré l'équipe du Finistère des moins de 13 ans, puis l'équipe de Bretagne, ça se passait là-bas. Il aurait pourquoi pas pu continuer, jouer en équipe de France, bon ça s'est arrêté en équipe de Bretagne, hein. Et ça se faisait en parallèle de sa pratique en club, dans son club de village. Et puis il me raconte qu'un jour il est dans une sélection régionale, un stage, durant les vacances de printemps, et là il se fait convoquer par son entraîneur, un cadre du comité régional, qui lui dit écoute Guillaume, je voulais te parler, parce que je voulais t'annoncer qu'à partir de l'année prochaine, tu vas devoir changer de club. Voilà, tu ne vas pas pouvoir éternellement rester dans ton petit club de village, donc il va falloir que tu ailles dans une plus grosse écurie, dans un club plus conforme à ton niveau. Alors Guillaume, qui lui aussi, il ne le sait pas à l'époque, est un sportif hédoniste, il lui dit ah non, mais moi je veux continuer à jouer avec mes copains, ah non, mais moi je les retrouve au collège, le mercredi on s'entraîne ensemble, le samedi on va jouer, ah non, moi je ne change pas de club l'année prochaine. Et là l'entraîneur se veut plus menaçant. Il dit non mais attends Guillaume, mais je ne me suis pas bien fait comprendre. Hein. Je ne te propose pas de changer de club. Je te dis que tu vas changer de club. Tu sais qu'on a beaucoup investi sur toi. Ça coûte cher de faire partir un joueur en sélection. Ça coûte cher en encadrement, en déplacement, en hébergement, en encadrement. On a beaucoup investi sur toi. Et aujourd'hui, il nous faut un retour sur investissement. Guillaume, il a 13 ans. J'hésitais à raconter cette anecdote dans cette conférence gesticulée. Et puis un soir, je me suis lancé, je l'ai raconté. À l'issue de la conférence, j'ai une maman en larmes qui est venue me voir et qui m'a dit « J'ai vécu la même chose avec ma fille. Elle faisait de la gym. On l'a complètement brisée, on l'a complètement cassée. » Régulièrement, des gens viennent témoigner. Et je m'aperçois qu'on a tous dans notre entourage un Guillaume ou une Guillaumette qui ont vécu cette violence institutionnelle. Oui, quand je parle de violence institutionnelle, c'est pour préciser que je ne suis pas du tout en train de charger cet entraîneur. Je ne suis pas du tout en train de me dire que c'est un salaud. Mon analyse, elle n'est pas individualisante. Mon analyse, elle est institutionnelle, elle est structurelle. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'institution sportive. Et c'est de comprendre en quoi cet entraîneur, il n'est rien d'autre que le produit d'un système. Autrement dit, le système sportif. Et je vous propose qu'on termine cette conférence gesticulée en jetant un petit coup d'œil dans le rétroviseur et en s'intéressant à ce moment de l'histoire où ce système sportif, il s'est structuré en France. En 1958, le général de Gaulle devient le premier président de la Ve République. La politique de De Gaulle, elle repose sur deux grands objectifs. 1. Préserver l'indépendance de la France.
Et 2, restaurer la grandeur de la France, restaurer le prestige national. De Gaulle est un mégalomane qui se shoot à la gloire nationale, qui prend des doses d'EPO, de grandeur patriotique, et pour assouvir son besoin de grandeur patriotique, De Gaulle, il a besoin de symboles. Et vu que De Gaulle, il est génial dans le sens où il a énormément compris de choses, bien avant l'heure, il a compris ce que représentait le sport en termes de puissance idéologique. Et s'il voulait faire briller une nation, s'il voulait lui assurer une place de choix sur la scène internationale, restaurer sa grandeur, eh ben, ça peut être pas mal d'avoir un pays sportif qui gagne, voire même qui accueille ces Jeux Olympiques chez soi. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire De Gaulle? Il va mettre des moyens en place. Il va créer un ministère des Sports. Alors, ça va s'appeler dans un premier temps un secrétariat des Sports, un secrétariat d'État. Il va confier ce secrétariat d'État à un sportif de renom, un certain Maurice Herzog. Maurice Herzog, c'est un alpiniste qui a été le premier à franchir un col de 8000 mètres, l'Annapurna. Ça a été une expédition qui a été largement médiatisée. Paris Match en a fait sa une. Il est revenu, il avait les doigts gelés, on lui a coupé les doigts. Bref, il est rentré dans la légende sportive, Maurice Herzog. Et De Gaulle, il compte bien sur la notoriété de son ministre pour imposer son idéologie de grandeur en matière sportive. Et ça tombe bien, parce qu'en 1960, il y a des Jeux Olympiques qui se déroulent cette année-là en Italie. Les Jeux Olympiques de Rome. 1960, ça veut dire qu'on est en pleine guerre froide. Je vous laisse imaginer ce que sont les affrontements entre l'URSS et les États-Unis lors de la finale de basket ou lors des grandes épreuves d'athlétisme. Vous comprenez que c'est un peu plus qu'une rencontre sportive qui se joue. C'est l'Est contre l'Ouest. C'est le bloc soviétique contre le bloc américain. Et De Gaulle, mégalomane qu'il est, il aimerait bien que la France elle joue un rôle d'arbitre dans ce duel. Alors, ça ne va pas exactement se passer comme il avait prévu, puisque l'URSS va ramener 103 médailles, les États-Unis vont en ramener 71, et la France va en ramener 5, dont 0 en or. C'est un véritable camouflet. C'est une humiliation. Au lendemain de la cérémonie de clôture, le journal L'Équipe titre « La déchéance nationale ». De Gaulle est furieux. C'est un euphémisme. De Gaulle, il convoque Herzog. Il lui passe un salut. Il lui demande d'imaginer une nouvelle organisation du sport en France pour que ce camouflet ne se reproduise plus. On a été ridicule en 1960, c'est terminé, c'est rideau. Alors je ne suis pas dans le bureau à ce moment-là, mais je me dis que quand De Gaulle s'énervait, on ne devait pas en mener large en face. Herzog, il repart tout penaud. Il a quelques jours pour rendre sa copie. Il est un peu sous pression. Il va consulter. Il va se documenter. Et il va finir par tomber sur un schéma tout bête. Imaginé quelques années plus tôt par un certain Pierre de Coubertin. Ben tiens. La pyramide coubertinienne. Voilà ce que Herzog va proposer à De Gaulle. Voilà ce que De Gaulle va accepter. Et voilà la façon dont le sport va s'organiser en France à partir de 1960. Alors, il y a deux façons d'interpréter cette pyramide. Selon que vous placiez dans la vérité, il faut dire dans la vérité officielle, dans la vérité ministérielle, celle qu'on nous répète à longueur d'année, ou selon que vous placez dans la contre-vérité, dans le mensonge, dans ce que je vous raconte depuis le début de la soirée. En fait, la vérité officielle consiste à dire que ce qui compte dans cette pyramide, c'est la partie inférieure, sport de masse. Auparavant, le sport était une activité élitiste qui était pratiquée par une minorité de la population, notamment une minorité qui avait les moyens financiers de s'offrir des activités sportives. Et bien désormais, est-ce que vous vous souvenez, le sport c'est bon pour la santé, etc. On va démocratiser le sport. Et donc on va construire des milliers de gymnases, des terrains de foot, des piscines, pour permettre à des millions de gamins d'aller pratiquer un sport dans leur village. Développement du sport de masse. Ça, c'est le discours officiel. Voilà maintenant
le discours officieux. Au regard des JO de Rome, De Gaulle et Herzog, la partie inférieure de la pyramide, ils n'en ont rien à foutre. Eux, ce qui les intéresse, c'est le sommet de la pyramide. Eux, comme élite. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une France qui gagne. C'est une France de champions. C'est une France qui ramène un maximum de médailles pour permettre à la France d'assouvir son besoin de prestige. Et le sport de masse n'est en aucun cas un objectif pour eux. C'est un moyen. Comprenez bien. On met des millions de gamins dans les stades et par un système de sélection permanente à tous les étages, on permet progressivement à une élite d'émerger. Le problème, c'est qu'à chaque niveau de la pyramide, il y a des milliers de gamins, des milliers de pratiquants qui restent sur le carreau. Ça aussi, c'est le professeur Jacquard qui me l'a expliqué. Pour fabriquer un gagnant, il faut fabriquer 100 perdants. Alors, moi, pour vous dire, dans le football, je me suis arrêté là. Guillaume, dans le handball, il s'est arrêté là. Et Christophe Basson, il s'est arrêté là. Mais vous voyez bien que structurellement, nos exclusions ont quelque chose à voir. Dès que nous sommes jugés non conformes, nous sommes recrachés par les systèmes sportifs. Moi, j'ai été recraché parce que j'étais considéré comme pas suffisamment bon, Guillaume comme pas suffisamment ambitieux, Christophe Basson comme pas suffisamment tricheur. Voilà ce qui fait office désormais d'organisation du sport en France. Voilà ce qu'on peut appeler le service public du sport en France. C'est un modèle qui n'a été remis en cause par aucun gouvernement successif, ni de droite, depuis que De Gaulle et Herzog l'ont imposé avec autorité. Ce système est un système élitiste. C'est un système d'organisation de sélection permanente, de hiérarchisation, et à chaque fois sur des critères physiques. Et sélectionner les gens sur des critères physiques, outre que ça nous replonge dans une période un peu sombre de l'histoire, eh bien ça a un sens politique. Ça apporte la démonstration de la supériorité des uns sur les autres, et ça vient légitimer la domination en permanence. La supériorité des hommes sur les femmes. On a beau dire, on a beau faire, mais la place des femmes, c'est quand même mieux dans la cuisine. Oui, tout à fait, Thierry. La supériorité des jeunes sur les vieux. La supériorité des personnes valides sur les personnes handicapées. La supériorité des grands sur les petits. Dans le handball que je pratiquais, il y avait des sélections qui étaient ouvertes simplement aux joueurs de grande taille. Vous voyez, ceux qui à 12 ans mesuraient déjà 1m70. C'est une forme de darwinisme social, excusez-moi. Le darwinisme social, si vous voulez, c'est lorsque Quentin, qui fait 30 cm de moins que moi, il se retrouve exclu parce qu'il est trop petit. Oui, j'étais meilleur que Quentin. Vraiment, pour vous dire, j'avais pas grand mérite. À l'époque, je faisais déjà 1m93, je faisais 110 kg. Je peux vous assurer que quand je me mettais au milieu du but, eh ben, il n'y avait plus beaucoup de place pour le ballon. Mais était-ce une raison pour exclure Quentin et pour faire de lui un perdant? Tous ces beaux jeux inventés pour passer devant les premiers, pour que chacun soit écrasé s'il refuse encore de plier. Oh la peur, oh le vide, oh la victoire des avides, nous on veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants. Alors, Thomas me dit qu'il y a un petit problème de son, mais dès que le son est réglé... Ça va, Thomas? Il n'y a pas de son? Eh bien, il n'y a pas de son. Eh bien, je vais vous le faire, tiens. C'était une voix de professeur Jacquard qu'on entendait, où il disait, alors, est-ce qu'à partir de ces évidences, on ne pourrait pas imaginer une autre société? C'est si simple, c'est si clair. Et je vois ma société et je me dis, mais elle est folle, puisqu'elle me demande à moi d'être compétitif, c'est-à-dire de vous regarder, vous qui êtes un autre, non plus comme une source, comme une richesse, mais vous regardez comme quelqu'un devant qui je dois passer. Il faut que je passe devant vous. Et du coup, je ne peux plus vous dire tu. Il faut que je vous élimine. Alors j'ai peut-être gagné 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis un jour, il y en a un qui va m'éliminer. La compétition
est une guerre que l'on perd toujours. On gagne une bataille, mais on perd la guerre. Et là, je m'adressais au professeur Jacquard, cet homme qui est décédé il y a maintenant 10 ans. Et je lui disais, professeur Jacquard, c'est un peu à cause de vous que j'ai compris tout ça. À cause de notre rencontre. C'était le 4 septembre 2009. La rencontre avait été organisée au bistrot Le Bonaparte à Paris, à Saint-Germain-des-Prés. À 15h pétantes, je vous ai vu arriver au bout de la rue. Je vous ai suivi discrètement jusqu'à l'entrée dans le bistrot. Là, nos regards se sont croisés, nos mains se sont tendues. Et j'ai eu l'impression que le temps s'était suspendu, que j'étais un petit garçon face à son maître. Durant les 3 heures qu'a duré notre entretien, professeur, vous m'avez parlé de la vie, cette magnifique aventure à construire et pas à subir. Et puis vous m'avez parlé de l'école, ce lieu où il nous fallait, ouvrez les guillemets, enseigner l'art de la rencontre. Et puis vous m'avez parlé du sport. Vous m'avez beaucoup parlé du sport. Ce sport que vous aimiez tant, mais que vous regrettiez de voir perverti par le capitalisme. Le capitalisme est un monstre. Je l'ai compris grâce à vous, professeur. C'est un monstre parce que les dégâts qu'il occasionne sont monstrueux pour l'humanité. Un enfant meurt de faim tous les 5 secondes dans le monde. La moitié de l'humanité vit en dessous de 2 $ par jour. Mais c'est également un monstre, ce capitalisme, parce qu'il nous fait le défendre, alors même qu'on pense le combattre. Quand il nous déguise en dirigeants, en sportifs, en supporters, et qu'il nous conduit dans les stades avec un seul mot d'ordre, le tout pour la gagne, il nous met à son service. Je veux dire par là que le capitalisme ne vise pas simplement une conquête mercantile, il vise également une conquête idéologique, un rapt des âmes et des consciences. Et nous aurions tous les raisons objectives du monde d'éprouver à l'égard du capitalisme un dégoût profond. Et donc pour se faire accepter, il va devoir nous séduire, il va devoir nous coloniser. Et pour cela, il va utiliser tout un tas de véhicules idéologiques qui vont nous faire l'aimer, la plupart du temps à l'insu de notre plein gré. Et le sport est un de ces véhicules idéologiques. C'est bien le sport qui nous fait aimer ce qu'il y a de plus dégoûtant dans le capitalisme. La marchandisation des corps, l'imitation des performances, l'écrasement des faibles par les forts, la mise en concurrence permanente des individus. Et puis le fric indécent. Quand Lionel Messi gagne en 1 an 110 millions d'euros, il gagne en 1 mois ce qu'un smicard gagnerait en 600 ans. Ce type d'indécence, le capitalisme l'a voulu, le capitalisme l'a fait. Parce que si on est capable d'accepter qu'un sportif gagne de telles sommes, alors on est capable d'accepter qu'un chef d'entreprise gagne la même chose. Et notre combat en faveur de l'égalité des richesses prend subitement du plomb dans l'aile. Professeur Jacquard, il y avait beaucoup de monde dans ce bistrot. Et moi je peinais à vous entendre. Alors, je me rapprochais toujours plus. Là, assis, sur votre banquette, dans votre tasse de café, je voulais vous entendre me raconter vos belles histoires. Vous m'avez raconté, professeur, qu'en Afrique, pas étonnant que ça se passe là-bas, vous avez rajouté, une ennemie avait inventé une nouvelle règle au football. À chaque fois qu'un joueur marque un but, il change de camp. À l'issue de la rencontre, parce que dans le mot rencontre sportive, il y a le mot rencontre, à l'issue de la rencontre, tout le monde a joué avec tout le monde s'est amusé, tout le monde a gagné, surtout le sport. Vous m'avez raconté que dans le sud de la France, une équipe s'était rebaptisée « On s'en fout du score ». Histoire de montrer que le score, ça n'avait aucune importance. Est amateur celui qui aime gratuitement. Et si nous étions cela, des êtres qui aimons gratuitement. Et puis, professeur, vous avez voulu aussi, au cours de ce moment de rencontre, rendre hommage à tous ces éducateurs sportifs, qui chaque jour qui passait, se battaient pour redonner au sport un visage plus humain, pour redonner au sport éducatif ses lettres de noblesse, avec un mot d'ordre que tous ces éducateurs portent au quotidien. Ici, aucun résultat ne doit valoir le sourire d'un enfant.
Et puis, professeur Jacquard, avant qu'on se quitte, vous m'avez parlé du cas Moitessier. Vous m'avez partagé cette histoire. Bernard Moitessier. Ce navigateur rendu célèbre grâce à son bateau, le Joshua. En 1968, le journal le Sunday Times organise une grande course de voile autour du globe. Le principe est le suivant. Il faudra partir de Plymouth, passer par les 3 caps, sans escale et sans assistance, pour revenir à Plymouth. Moitessier refuse dans un premier temps d'y participer. Il trouve cette compétition absurde. Et peut-être par où la provocation, il va finalement prendre le départ. Mais très rapidement, Moitessier n'est plus dans l'esprit de la course. Il profite du calme de l'océan Indien pour nourrir les oiseaux, pour pêcher, pour écrire, pour méditer. Et finalement, les seules fois où il pousse au maximum son bateau, c'est pour le plaisir de voir Joshua avaler les vagues. Parce que dans l'effort, il le trouve beau. Moitessier ne respecte pas les règles de la compétition. Et pourtant, il passe le 2e cap. Et c'est lui qui est attendu en vainqueur à Plymouth. C'est Moitessier qui va gagner. C'est désormais une certitude. Mais à quelques milles de la ligne d'arrivée, on va assister à une scène assez incroyable. On va voir Joshua qui va faire demi-tour. Moitessier ne passera jamais la ligne d'arrivée. Et là, sur un cargo qui passe par là, à l'aide d'un lance-pierre, Moitessier projette un message. Je continue en mer, parce que je m'y sens bien. Je continue en mer parce que je ne comprendrai décidément rien à ce monde. Je continue en mer parce que c'est ma façon à moi de contester le système. Je continue en mer, peut-être aussi, pour sauver mon âme. Je voulais vous remercier, professeur, de m'avoir raconté ces belles histoires. Et puis, je voulais m'excuser. C'est un peu tard, vous me direz, mais m'excuser pour mon insolence. Puisqu'au cours de la discussion, je vous ai demandé si à dénoncer à tout va le capitalisme, vous n'aviez que ce mot-là dans la bouche. Vous n'aviez pas l'impression de vous battre contre des moulins à vent. Vous n'êtes pas démonté. Mais à regarder pendant quelques secondes, et vous avez fini par me dire, mais les ailes des moulins, monsieur, peuvent certes nous projeter dans la boue, mais elles peuvent également nous projeter là-haut, tout là-haut, dans les étoiles. Je voulais vous remercier, professeur, d'avoir été mon étoile. Je voulais vous remercier d'avoir écouté mon histoire. Merci beaucoup.